Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là à l'heure. Bienvenue à ce panel. Je suis Rachel de Légère. Je précise tout de suite que je ne prétends pas être une des Rachel qui changent le monde, mais je vous assure que je fais ma part. Je suis biologiste, gestionnaire. J'ai été directrice du Biodôme jusqu'en 2018 et je suis aujourd'hui travailleur autonome, mais j'ai tendance à dire aussi bénévole autonome. Je serai votre animatrice pour ce panel. Cette année, c'est le 60e anniversaire de la sortie du livre Silent Spring, ou Le printemps silencieux de Rachel Carson, qui dénonçait les lourds impacts des pesticides sur la biodiversité et sur notre santé. Je me suis souvent sentie liée à Rachel Carson, étant moi-même biologiste marin, femme en sciences et préoccupée par la santé de notre environnement. Nous parlerons plus amplement de l'importance de ce livre en tant que précurseur du mouvement écologiste de Rachel Carson, cette biologiste marin très engagée. Nous ferons également le lien avec la conférence de l'ONU sur la biodiversité, la COP15, qui se déroule présentement et tout près d'ici, à Montréal. Cette rencontre internationale rassemble des représentants de 196 pays et c'est considéré comme une tentative cruciale pour parvenir à un nouvel accord sur la sauvegarde des écosystèmes mondiaux ainsi que les plantes et les animaux qui en dépendent. Et voici Mme Vandelac. Allez, tout le monde à l'applaudit! On vient de débuter, on vous attendait. Le plan de cette conférence comporte 22 objectifs, dont, entre autres, l'arrêt de la propagation des espèces envahissantes et la réduction de l'utilisation des pesticides, qui est notre sujet de prédilection d'aujourd'hui. D'ailleurs, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, vous l'avez peut-être entendu dans les nouvelles, somme les pays du monde à mettre fin à la guerre contre la nature, arrêter l'orgie de destruction. Il a notamment montré du doigt les pesticides, les combustibles fossiles et les déchets plastiques qui, selon lui, empoisonnent, asphyxient et détruisent l'air, l'eau et la terre. Il reste du chemin à faire. Malgré ces discours percutants et de plus en plus directs, la portée des différents aspects du plan mondial est loin de faire l'unanimité. Les pays ne s'entendent pas encore. Il reste encore à peu près 1000 crochets à essayer d'enlever. Donc, les pays doivent encore négocier afin de dresser la liste des objectifs pour la décennie 2020-2030. Et on est déjà en 2023, donc il y a déjà 3 ans perdus. Mais on va y arriver. Finalement, Vigilance OGM, votre hôte de ce soir, dont la mission et l'action est basée sur l'importance du droit de savoir, de la transparence et de l'application du principe de précaution, et ce, dans tous les domaines liés aux OGM. Vigilance OGM a lancé cet été la balado des Rachel qui changent le monde. Vous pourrez les écouter toutes en soutien aux revendications pour un monde plus sain, revendications qui sont toujours au cœur de nos préoccupations. Suite au panel, il y aura une période de questions, on va vous inviter à aller au micro, suivi d'un tirage, vous avez reçu un petit coupon, pour une nouvelle édition de Printemps silencieux. Et vous pourrez ensuite continuer vos échanges, continuer à discuter autour de belles bouchées qui sont tout à fait au fond de la salle, des bouchées biologiques et locales, conçues par Bocaux Bistrot, qui vous sont offertes par le collectif COP15. Enfin, je vous présente nos panélistes de ce soir. Ce sont des femmes au parcours et expertise vraiment extraordinaires. Louise Vandelac, qui vient d'arriver, détient un PhD en sociologie avec expertise en économie politique. Elle est professeure titulaire au département de sociologie et à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Son long parcours de recherche interdisciplinaire se situe dans les domaines stratégiques de la santé environnementale, globale et des populations, de l'agriculture, de l'eau et du développement durable. Elle collabore à la mise en place de politiques publiques. En 2016, l'analyse des technosciences du vivant l'a amenée à créer et à diriger le CREPA, un collectif de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives. La professeure Vandelac
siège en France au conseil d'administration du Réseau international Justice Pesticides et, entre autres, au CA, Déclaration des droits de l'humanité et des générations futures. Enfin, elle co-dirige la première revue scientifique électronique en sciences de l'environnement et en français, Vertigo, qui compte plus de 1,5 million de lecteurs par an. Bonsoir, Madame Vandelaar. Bonsoir. Nous avons ensuite Louise Hainaut-Étier, qui est biologiste et professeure associée à l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, et directrice du Centre Eau, Terre, Environnement à Québec. Longtemps chef de projet scientifique pour la Fondation David Suzuki, elle a réalisé son doctorat sur l'efficacité des bandes riveraines à limiter le ruissellement et de la pollution d'origine agricole, tels que les herbicides à base de glyphosate. Co-autrice du livre Demain le Québec et grande passionnée d'insectes, elle a un don pour la vulgarisation, notamment dans son domaine de prédilection qui est l'écologie. Louise Hainaut-Étier est également directrice de Tricycle, une ferme montréalaise d'élevage d'insectes comestibles. Bonsoir, Madame. Merci. Enfin, Émilie Schwartz, tout au bout, la chargée de projet pour Vigilance OGM et animatrice du balado. Elle est nord-côtière d'adoption. Émilie est passionnée par l'engagement citoyen et carbure aux projets qui font une différence. Co-instigatrice d'un groupe de transition citoyen et citoyenne et créatrice du balado La Voix des régions, elle aime rassembler et donner une voix aux citoyens et citoyennes. De guide à l'archipel de Mingan pour Parc Canada, à éco-conseillère ou encore employée agricole dans une ferme de l'Ouest, elle saisit chaque opportunité qui lui permet de mieux comprendre les enjeux du monde dans lequel nous vivons. Je laisse la parole à Émilie, qui va nous parler de vigilance OGM et nous présenter le balado. Émilie Schwartz, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci Rachel d'être encore avec nous ce soir. Rachel a aussi animé le premier panel qui a eu lieu le 27 septembre. C'était vraiment l'anniversaire du livre qui a été écrit à 60 ans. Donc merci aussi aux Louise d'être là ce soir. Alors c'est ça. Je travaille pour Vigilance OGM avec mon collègue Thibaut Rennes qui est au fond de la salle. Alors à Vigilance OGM, on est officiellement 2 employés et on a un CA bénévole aussi qui sont avec nous. Donc c'est pas un gros organisme, mais on arrive quand même à faire une différence. On est un organisme à but non lucratif. On travaille avec un réseau de beaucoup d'acteurs différents, des experts dans leur domaine, des scientifiques, des chercheurs, d'autres groupes en environnement. On travaille avec des citoyens et c'est vraiment là qu'est notre place au niveau de tout ce qui est aussi la mobilisation citoyenne. C'est ça. Puis on est aussi l'unique groupe au Québec qui milite activement sur les dossiers des OGM et des pesticides. C'est pas un sujet qui est facile, les OGM et les pesticides. Puis moi, je suis pas du tout une experte. Ça fait juste quelques mois que je travaille avec Vigilance OGM, mais j'ai déjà appris beaucoup de choses. Et c'est pour ça aussi qu'on a des spécialistes qui sont ici ce soir. Pourquoi on parle d'OGM et de pesticides. Faut savoir qu'après 25 ans de travail avec les organismes génétiquement modifiés, toutes les plantes qui sont ensemencées génétiquement modifiées le sont pour tolérer un ou plusieurs herbicides, notamment le fameux glyphosate. Donc c'est pour ça que nous, l'image qu'on aime donner, c'est OGM égale pesticide. Donc c'est ça pour Vigilance OGM. Puis cette année, notre gros projet, ça a été de réaliser un balado. L'idée, c'était d'aller rencontrer 10 femmes qui ont travaillé sur et qui travaillent encore sur le sujet des pesticides et de vraiment balayer comme si on prenait le sujet des pesticides comme un puzzle, puis que chaque femme nous apporte des éléments de compréhension pour cet enjeu qui est vraiment complexe. Alors, je vous invite à aller écouter ce balado-là. Dans le fond, chaque épisode a une thématique. J'ai autant rencontré des biologistes que des écologues, qu'une spécialiste en santé, qu'une spécialiste sur le lobbying, qu'une juriste en droit, qu'une femme en politique. Donc, c'est vraiment assez large, puis ça balaye bien le sujet.
Puis pourquoi Rachel Carson? Louise Van Laak va en parler un peu tout à l'heure, mais il faut savoir que cette femme-là a vraiment lancé l'alerte il y a 60 ans sur l'impact des pesticides sur la nature et la santé humaine. Donc il y a 60 ans, on était en 1962 aux États-Unis, puis elle a eu le courage de faire cette alerte-là, et c'est pour ça qu'on est ici ce soir, pour discuter un peu de... Mais 60 ans après cette alerte-là, où est-ce qu'on en est au niveau de ce dossier-là des pesticides? C'est important ce sujet parce que l'agriculture industrielle à grande échelle et l'élevage intensif, c'est un des principaux facteurs des deux crises aujourd'hui qu'on subit, la crise de la biodiversité et la crise climatique. On est présent à la COP15 pour toutes ces journées-là avec Vigilance OGM. Thibault l'a dit tantôt, on a fait une action tout à l'heure parce que CropLife était présent. Donc c'est ça, c'est vraiment des questions importantes, l'enjeu de l'agriculture en ce moment à la COP15. Je pense que c'est pas mal ça. Puis, merci d'être là ce soir et à tout à l'heure. Merci, Émilie. Vous venez de parler du livre de Rachel Carson. Je vais demander à Louise Van Laak de nous parler un peu plus de qui elle était, cette biologiste marin, son histoire, ses luttes et son impact sur l'environnement. Oui. Ça va être Noël bientôt. Ça se lit très, très bien, ça s'offre très bien en cadeau. Je ne prétends pas réussir à vous parler de Rachel Carson en 3 minutes et demie, là. C'est un peu difficile. Mais il me semble important de dégager certains traits de caractère et certaines de ses contributions. C'est quelqu'un qui est né en 1907, qui est morte en 1964, et c'est d'abord et avant tout une femme indépendante de pensée, et qui avait le bonheur, au moment où elle a écrit ça, d'être indépendante de fortune. Un élément très important que des scientifiques soient indépendants pour pouvoir faire une recherche libre de toute attache. Ce n'est pas un plaidoyer pour la richesse des scientifiques ici, hein. Comprenez-moi bien, mais bien pour l'indépendance. C'est aussi une littéraire, avant même d'être une biologiste, ou en tout cas elle a fait les deux. Et là aussi, il y a une indépendance d'esprit de quelqu'un qui a toujours travaillé sur les frontières et qui, par rapport à ses domaines d'expertise, a eu l'audace de franchir des cadres d'analyse qui, habituellement, sont peu ou pas franchis. Par exemple, sur les pesticides, elle a eu, je dirais, la bonne idée, d'une part, d'écouter ses contemporains, c'est-à-dire d'écouter des femmes qui lui ont dit « Écoutez, on a l'impression que le DDT a des effets majeurs sur les oiseaux », le titre d'ailleurs, « Le printemps silencieux », c'est-à-dire un printemps où on n'entend plus les oiseaux. Et ces intuitions de départ, elle les a nourries, elle les a enquêtées, et elle s'est aussi posé la question par rapport à l'ensemble des opérations qui ont eu lieu aux États-Unis dans ces années-là. Quelles sont les justifications de ces opérations d'arrosage massif? Vous savez, si vous allez sur YouTube ou d'autres moteurs de recherche, vous allez retrouver facilement des images, par exemple, d'enfants qui courent derrière les pulvérisateurs dans les banlieues, hein, et qui se font arroser. C'était, à l'époque, pratiquement normal. Moi, je me souviens à la campagne d'avoir eu une petite pompe pour tuer les mouches comme ça, qui était une petite pompe de DDT. Écoutez, c'était l'époque, mais chose certaine, c'est que quand il y avait des opérations massives d'éradication ou de prétendue éradication, je veux dire, souvent, ce n'était absolument pas justifié. C'était surtout le témoignage d'une méconnaissance totale de l'écologie et de ses règles élémentaires. Et ça, c'est extrêmement problématique, elle l'explique très bien. Et ce livre se lit, comme un roman. C'est très, très bien écrit, mais c'est surtout un travail de vulgarisation intelligent, bien fait, très, très explicatif. Et je vais vous dire, j'ai été séduite à nouveau quand j'ai relu, grâce à madame, quand j'ai relu ce livre en me disant, ce qui est souvent le cas dans la vie,
on relit un livre une fois, 2 fois, 3 fois, et on se dit, non, mais je ne l'ai jamais lu, parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle lecture. Donc, ce qu'en dit, entre autres, Al Gore dans sa préface, c'est que c'est un livre qui, pour lui, était aussi important que La case de l'oncle Tom sur l'esclavage aux États-Unis. Et il dit, mais cette fois-là, c'était encore beaucoup plus compliqué. L'esclavage, on a pu y mettre fin, du moins en partie, parce qu'on sait que ce phénomène existe encore à l'échelle du monde, mais du côté des produits chimiques, et particulièrement des pesticides, on est loin d'être sorti d'affaire. C'est une amplification constante. Et on est très, très loin d'avoir les outils nécessaires, bien que la création de l'EPA est directement liée, notamment, aux interventions de Rachel Carson aux États-Unis. Donc, elle a pu contribuer par son travail à faire en sorte qu'il y ait des politiques publiques qui soient adoptées et des institutions qui soient mises en place, ce qui est déjà très bien. Mais ce travail-là, on s'en rend compte maintenant, et je voudrais saluer ici à la fois la très, très bonne idée de Vigilance OGM et de Thibault Rennes et de toute l'équipe d'avoir fait cette série de balados pour faire en sorte qu'on revisite le travail de Rachel Carson. Mais je voudrais saluer aussi bon nombre de collègues qui sont dans la salle, Marie-Hélène Bacon, par exemple, écoutez, je ne vais pas toutes vous nommer, toi qui est à côté, des gens qui font partie du CREPA, qui réunit une quarantaine de chercheurs et d'intervenants sur les enjeux des pesticides. Et ce n'est qu'un travail d'éclairage à partir de différents points de vue, ancrés dans la réalité. Il y a des gens qui travaillent sur l'amélioration végétale du blé, par exemple, et il y a des gens qui sont en toxico, il y a des gens qui sont dans tous les domaines. Et c'est seulement à la lumière de ces éclairages multiples qu'on peut tenter de comprendre un peu ce qui se passe. Et j'en dirai peut-être un mot tantôt. Ces questions-là m'apparaissent particulièrement préoccupantes maintenant, dans la mesure où, d'une part, il y a ce target numéro 7 lors des discussions de la Convention sur la diversité biologique, et plus particulièrement lors de COP 15 maintenant, pour réduire des 2/3 les pesticides, ce qui devrait impliquer des stratégies très, très, très solides pour soutenir les agriculteurs, parce qu'on ne peut pas penser à une réduction des pesticides qui, en fait, correspond à un type de modèle qui a été encouragé depuis des décennies par les pouvoirs publics et par, je dirais, une bonne partie des gens travaillant dans le domaine. Il faut pouvoir soutenir cette transition. Et puis, dernière chose, actuellement, il y a des discussions qui se passent au gouvernement du Canada sur le S5, c'est-à-dire une modification de la loi canadienne sur l'environnement. Or, il m'apparaît tout à fait paradoxal que sur la question des toxiques, les pesticides n'y soient pas. C'est supposément considéré dans un autre domaine, celui de l'ARLA, mais ce découpage fait en sorte que l'objectif même de la réforme de la loi canadienne sur l'environnement, qui est notamment d'assurer un environnement sain pour tout le monde, ça me semble difficile de pouvoir le respecter si la question des pesticides n'est pas traitée autrement. Merci. Merci beaucoup. Vous avez vraiment ratissé et vous avez des idées de cadeaux de Noël en plus. Oui. Donc, je vais passer à vous, Louise Hainaut-Étier. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de pesticides. Ce serait quoi une bonne définition de ce qu'est un pesticide? Parce que là, on parle souvent du DDT, Rachel Carson, mais c'est beaucoup plus que ça. Pouvez-vous nous donner votre définition de... Certainement. Donc, merci beaucoup. Merci pour les introductions, les présentations. Là, je constate que vous avez fait un petit laïus d'à peu près 3 minutes et demie, bien campé. Donc, je vais répondre à ma question de façon tout aussi exhaustive et structurée, je l'espère. Qu'est-ce qu'un pesticide? Ça finit par « id », ce qui veut dire mettre fin à la vie, tuer. Ça commence par « pest ». En anglais, les pestes, c'est les ravageurs. Donc, les pesticides sont des substances qui ont été inventées pour mettre fin à la vie
d'organismes vivants qui sont considérés comme nuisibles, pas au bon endroit ou incommodants, soit dans les maisons, soit en agriculture. Les pesticides, c'est une appellation générale. À l'intérieur des pesticides, on peut décliner entre l'objet qu'on tente d'éradiquer, que ce soit des plantes adventices, qu'on appelle souvent les mauvaises herbes, qui sont simplement souvent des plantes à fleurs, des petites plantes dont les graines ont eu la malchance de se ramasser dans un champ où on ne voulait pas nécessairement les produire. On va appeler ces substances-là qui peuvent les éradiquer des herbicides. Ensuite, si on tente d'éradiquer des insectes, ça va être des insecticides. Les insectes, il faut le savoir, ils sont quand même très proche, étonnamment, de vous et moi en termes de fonctionnement, notamment au niveau de leur système nerveux. Donc, les produits qui sont insecticides vont souvent s'attaquer au système nerveux et peuvent avoir des répercussions donc chez les humains par des mêmes mécanismes biologiques, là, des voies biochimiques qui sont présentes dans nos corps à nous. Et il y a d'autres exemples. On peut avoir des rodenticides qui vont tuer des rongeurs, des acaricides qui vont tuer des acariens. L'imagination n'a pas de limite, en fait, sur les catégories de vivants qu'on peut éradiquer à l'aide de pesticides. Et c'est pas seulement les types de catégories d'organismes qu'on peut éradiquer qu'il faut prendre en considération, c'est aussi toute la diversité chimique qui est à la base des pesticides. Donc, un pesticide, c'est quoi? Généralement, on va avoir un ingrédient actif qui, lui, a été étudié et qui fait l'objet d'une homologation. On va avoir étudié l'ingrédient actif pour s'assurer justement qu'il est efficace à éradiquer sa cible, donc un herbicide. L'ingrédient actif de l'herbicide le plus vendu au monde, c'est le glyphosate. On va avoir évalué que le glyphosate lui-même, il est pertinent pour éradiquer les mauvaises herbes dans un champ qu'on tente de cultiver pour réduire la pression à compétition avec les plantes sous culture. Mais cet ingrédient actif-là n'agit pas seul parce que si on met du glyphosate dans un champ, il va probablement pas bien pénétrer à l'intérieur des feuilles, des plantes. Il va probablement rapidement se dégrader sous l'effet des rayons du soleil. Donc, les formulations de pesticides sont généralement vendues avec des adjuvants, des coformulants, des synergistes qui vont faire en sorte que l'ingrédient actif, la molécule active, elle est entourée d'autres produits qui vont accroître sa durée de vie, accroître sa capacité de pénétration à l'intérieur des feuilles, par exemple. Et donc, un pesticide, grosso modo, c'est une molécule chimique qui va être accompagnée de d'autres produits chimiques qui vont en faciliter la dispersion et qui vont en accroître le potentiel pour tuer les organismes qui sont visés là, par ces produits-là. Donc, un pesticide, ça peut être beaucoup de choses et il y a une vaste diversité d'ingrédients actifs qui sont homologués comme pesticides au Canada et une encore plus vaste quantité de formulations de produits qui vont être vendus sur les tablettes là, ou sous prescription. Donc, qu'est-ce qu'un pesticide? C'est une bonne question. Est-ce que je peux compléter? Oui, certainement. Oui. Allez-y, madame. Oui. Merci, Louise. Je pense qu'on peut aussi regarder ça d'un tout autre angle, qui est celui du marché des pesticides. Parce que c'est, en dépit de tous les discours de volonté de réduire les pesticides, maintenant tout le monde est d'accord pour réduire les pesticides, c'est extraordinaire. Dans les faits, on a presque doublé les quantités de pesticides au cours des 20 dernières années. Par ailleurs, le marché est beaucoup plus important puisqu'on est passé de 30 milliards d'euros en 2000 à 52 milliards en 2019 comme marché. Et la valeur, durant la même période, est passée de 10 milliards en 2000 à 32 milliards d'euros en 2019. Autrement dit, c'est un marché colossal qui est contrôlé par quelques firmes. C'est 5 ou 6 firmes au total, 2 ou 3 qui ont un rôle beaucoup plus significatif. Et ce marché fait en sorte que c'est une des bases actuellement de l'agriculture intensive, visant d'abord et avant tout la production des grandes cultures, maïs, soja, canola, pour l'exportation, pour
nourrir les bestiaux des pays riches. Hein, c'est à ça que ça sert, d'abord et avant tout. Et donc, c'est un dispositif absolument central par rapport à toute l'analyse qu'on a de l'évolution de l'agriculture. Et on ne peut plus parler de biodiversité sans voir que c'est un des facteurs majeurs actuellement qui contribue à peu près 30%, cette agriculture intensive, à peu près 30% des gaz à effet de serre. Hein, c'est pas que je veux mêler toutes les questions, mais c'est que toutes ces questions sont étroitement liées. Et d'une certaine façon, quand on touche à la question des pesticides, c'est comme de défaire un peloton de laine. On ne sait pas jusqu'où on va aller, mais ça peut aller très très loin parce que ça permet de voir la complexité du monde actuellement. Et ça pose une question élémentaire et très simple. Quand on voit les problèmes de santé liés à bon nombre de pesticides, certains directement liés à la maladie de Parkinson, plusieurs, dont les herbicides à base de glyphosate, liés à l'augmentation des cancers non-hodgkiniens qui ont augmenté en flèche au Canada, on se dit... peut-être que ce qu'on appelle les pestes, ça se retourne contre nous. Et peut-être que les pesticides, c'est un dispositif boomerang dont on risque de payer très fort le prix. Oui, c'est pas toujours encourageant tout ça, mais j'aimerais quand même qu'on poursuive sur les pesticides. Louis Génoux-Étier, si vous pouviez nous parler, là on a parlé de la quantité, la santé, les grosses compagnies, mais c'est quoi l'impact des pesticides sur les écosystèmes ou sur la biodiversité, dont on parle beaucoup ces jours-ci, la biodiversité, et c'est quoi la biodiversité? Très bien. Bien, peut-être en ouverture, qu'est-ce que la biodiversité? La COP 15 vient de s'ouvrir. On essaie de déterminer, négocier un cadre mondial pour protéger la biodiversité. Le mot le dit, c'est la diversité du vivant. Donc, la biodiversité, c'est combien d'organismes différents sont présents dans un écosystème sur la Terre, en nombre d'espèces, par exemple. Mais ça peut être un peu plus complexe que ça aussi. Il n'y a pas seulement le nombre d'espèces qui est important. C'est sûr, on peut avoir une espèce qui est menacée d'extinction ou une espèce qui a une abondance relativement faible. Cette espèce-là, si elle disparaît, c'est une nouvelle espèce de moins. Donc, on abaisse la biodiversité. Mais la biodiversité dans son ensemble, c'est aussi une question de base là, de tonnage. Les oiseaux, les chauves-souris, les grenouilles, elles ont besoin de manger beaucoup. Elles ont besoin de manger beaucoup d'insectes et ces insectes-là, ils grandissent dans les écosystèmes. Donc, la biodiversité, il faut le voir comme le garde-manger de toute la nature. Quel est l'impact des pesticides au niveau de la biodiversité? Mais d'abord, on va utiliser des pesticides pour une utilisation bien précise dans un contexte bien précis. Si on a, par exemple, des coquerelles à la maison, des punaises de lit à la maison, clairement, c'est difficile de cohabiter avec des espèces qui peuvent nous rendre la vie misérable. C'est connu, les coquerelles peuvent... de leur fiente déclencher des crises d'asthme là, chez les enfants. Donc, c'est pas souhaitable de cohabiter dans une maison avec trop de diversité d'insectes qui peuvent être problématiques pour la santé. Dans ce contexte-là, on va tenter de les éradiquer. La méthode conventionnelle va être celle d'utiliser des pesticides qui peuvent être toxiques pour les occupants du logis. On va le dire, quand on applique des pesticides dans une maison, il faut faire sortir les animaux, il faut bien couvrir les aliments et il faut faire aérer la pièce avant de revenir à l'intérieur. Donc, on a l'impression que l'utilisation dans une maison, c'est quand même un contexte assez contraint qui va faire en sorte qu'on n'aura pas nécessairement de mouvement de pesticides. Par contre, dans des maisons même où est-ce qu'on n'utilise pas de pesticides, on peut retrouver des pesticides. Pourquoi? Parce qu'on va avoir marché sur une pelouse qui va avoir été traitée, parce qu'on va avoir marché sur un trottoir où la dérive éolienne va avoir entraîné des molécules de pesticides qui ont été appliquées sur des champs un peu plus loin. D'ailleurs, les champs, c'est là qu'on utilise la plus grande quantité de pesticides. C'est en agriculture, c'est pas dans nos maisons, c'est pas nécessairement dans nos villes qu'on en utilise beaucoup. Ça va être dans les contextes agricoles. Le contexte agricole, c'est souvent un milieu qui est ouvert, donc exposé au vent, exposé à la pluie. N'importe quelle substance qu'on va déposer sur le champ va finir par
se transporter. Elle peut se transporter dans les airs, elle peut se transporter dans l'eau. Et c'est bien connu que les pesticides vont partir des champs et ruisseler jusque dans les cours d'eau, là où il peut y avoir, par exemple, des larves d'éphémères, des larves de chironimides, qui sont des insectes volants. Ces insectes-là sont, par exemple, très sensibles aux insecticides néonicotinoïdes, qui sont des insecticides qu'on dit systémiques, qui vont rentrer à l'intérieur de la plante. Donc, si le ruissellement de nos produits pesticides va dans les ruisseaux et limite la capacité de survie, la capacité de reproduction de différentes espèces qui sont des piliers à la base du fonctionnement des chaînes alimentaires dans les écosystèmes, bien, on va avoir moins de larves d'insectes, moins de têtards qui vont devenir des grenouilles, qui vont nourrir des hérons, moins d'insectes volants qui vont nourrir les hirondelles au printemps. Donc, les effets dans les écosystèmes sont des effets en cascade. Un écosystème qui est résilient au changement climatique notamment ou à n'importe quelle autre perturbation, c'est souvent un écosystème qui va être diversifié. Parce que s'il y a un stress qui est imposé, qui fait disparaître une espèce ou qui affaiblit une espèce, il y a une autre espèce qui va prendre le relais. L'enjeu quand on utilise beaucoup de pesticides, c'est qu'on s'attaque de façon indiscriminée à plusieurs espèces en même temps et de façon continue et répétée. Il y a un premier effet qui va être une toxicité aiguë au moment où on vient d'appliquer un pesticide, il y a une dérive rapide. Là, on a des pics, des pointes de concentration dans les eaux de surface qui sont suivies depuis 1992 là, par le ministère de l'Environnement au Québec. On voit des augmentations ponctuelles importantes. Ensuite, ça diminue avec le temps, au fur et à mesure que les pesticides vont sédimenter dans le fond des ruisseaux, au fur et à mesure que l'eau va s'écouler. Mais il y en a toujours une petite quantité qui est relarguée des champs avec chaque précipitation, par exemple. Et là, on va plutôt parler d'une exposition chronique. Lors d'une exposition chronique, ce n'est pas nécessairement la mort qu'on va occasionner, mais plutôt un stress supplémentaire. Peut-être que la présence d'un pesticide va réduire la capacité d'un animal à s'alimenter. Peut-être que ça va le rendre moins habile pour se reproduire, donc il va faire moins d'enfants. Peut-être que ça va changer son fonctionnement physiologique. Si on pense à l'atrazine, par exemple, qui peut entraîner la féminisation des grenouilles, ça c'est assez dramatique. C'est démontré là, dans des études de laboratoire de façon assez éloquente. Là. Il y a des œufs qui se développent dans les testicules des grenouilles mâles. C'est pas censé d'être là. Donc, un petit changement de sexe. Donc, l'effet des pesticides dans l'écosystème, c'est un effet sur toute la chaîne trophique. C'est un effet en cascade. Ça n'affecte pas seulement le ravageur des cultures ou la mauvaise herbe qu'on tentait d'éradiquer, ça va affecter tous les autres organismes de la même classe du vivant qui se retrouvent ailleurs dans l'écosystème et ça va affecter tout au long de la chaîne alimentaire jusqu'à l'humain parce que ultimement, on dépend de la biodiversité qui nous livre des services écosystémiques pour vivre sur Terre. Sans la biodiversité, on n'a pas d'eau propre, on n'a pas d'air pur, on n'a pas d'aliments. Donc, quand on a une vision écosystémique du monde ou une vision issue des savoirs traditionnels autochtones, on comprend qu'on est tous liés entre nous, qu'on ne peut pas volontairement éradiquer une espèce dans l'écosystème sans penser qu'il va y avoir des répercussions sur l'ensemble de la chaîne trophique. Merci. Avec toutes ces réponses aussi complètes, vous rendez ma tâche pas mal facile. Merci beaucoup. Je vais revenir à vous, Louise Vandelac. Vous parliez tout à l'heure que les pesticides relèvent de ARLA, l'Agence de régulation de lutte antiparasitaire. C'est bien ou pas trop? Pourriez-vous? Je dirais qu'actuellement, le problème, c'est pas que ça relève de tel ou tel organisme comme tel, mais c'est l'insuffisance notoire des dispositifs d'évaluation rigoureux. On a pu, avec Marie-Hélène Bacon, il y a quelques années, voir comment avait été reconduite la décision de prolonger de 15 ans les herbicides à base de glyphosate. Cette décision-là s'est prise sur la base de moins de 1% de la littérature scientifique de l'époque, essentiellement sur la base des documents de l'industrie.
Je vous dis ça rapidement, vous avez les documents que vous pouvez consulter, c'est sur le site du CREPA, Marie-Hélène, je pense. Donc, vous pourrez voir les détails, mais c'est absolument inadmissible. C'est inadmissible qu'on ait jusqu'à 20% de POEA, qui sont des dérivés de pétrole, alors que les POEA ont été interdits en Europe et en France notamment en 2016. C'est assez inadmissible qu'on ait des éléments, c'est-à-dire qu'on ait des produits qui soient vendus et dont seul ce que l'industrie dit être l'ingrédient actif. Et là, on pourrait avoir de grandes discussions, puis on pourra refaire ces discussions-là, qui, dans le cas des herbicides à base de glyphosate, ce n'est qu'un élément, alors que bon nombre de coformulants et d'autres substances qu'on y retrouve, y compris dans un pesticide largement utilisé au Québec, le Weathermax, que j'avais envoyé faire analyser en France il y a plusieurs années. Puis hier soir, on a revu le chercheur qui avait encore travaillé là-dessus et qui nous disait à nouveau que c'était le pire qu'il avait jamais vu. On retrouve des métaux lourds, on retrouve de l'arsenic, entre autres, ce qui n'est pas supposé être dans un pesticide. Donc, il y a un problème d'analyse approfondie et là, ça pose des questions sur la crédibilité de ces organismes-là. D'autre part, on a dû recourir à la loi d'accès à l'information pour savoir quelles étaient les quantités épandues au Canada. Écoutez, c'est des informations de base dont tous les citoyens devraient pouvoir disposer. Or, vous savez, la façon dont c'est présenté officiellement, c'est plus de 25 millions de kilos. Alors, pour quiconque a fait des statistiques, on se dit plus de 25 millions. Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, certaines années, ça veut dire 58 millions de kilos. Alors, le plus que, c'est une façon très poétique de présenter les choses, mais pas très sérieuse. Or, on s'est aperçu que dans le cas des herbicides à base de glyphosate, c'était plus d'une fois et demie sur la période 2008-2019, que dans le cas du 2,4-D, du dicamba, c'est de 2 à 3 fois plus que ce qui avait été annoncé. Là aussi, c'est inadmissible que des instances publiques nous induisent en erreur comme ça. Donc là, on est face à des problèmes, et particulièrement dans un cas comme celui du Parkinson, on a fait aussi des demandes d'accès à l'information. Il y a 7 pesticides qui sont associés à l'apparition de Parkinson, et certains sont davantage incriminés actuellement. Il y a d'ailleurs des procès aux États-Unis sur le dossier. Or, impossible d'avoir des données précises sur la période, ce qui est là aussi extrêmement problématique, puisque ce sont des populations qui risquent de développer de tels problèmes 10 ans, 15 ans, 20 ans après, et donc il devrait logiquement y avoir une information accessible. Donc là, on est face à des difficultés, je dirais, de démocratie, des difficultés d'évaluation, et des difficultés d'évaluation qui sont d'autant plus complexes que là, on s'en va vers un nouveau régime qui va être présenté à la population sous l'attrait de nouvelles technologies et d'innovations, c'est-à-dire l'agriculture 4.0 dont je pourrais parler tantôt. Est-ce que vous vouliez compléter? Oui, mais peut-être, il y a définitivement des lacunes au Canada et ailleurs dans le monde par rapport à comment on encadre les pesticides, mais peut-être ça vaut la peine quand même d'expliquer les mécaniques qui sont derrière. Au Canada, on a quand même la chance, comparativement à plusieurs autres régions du monde, d'avoir un système d'homologation des pesticides. On a aussi au Québec un système de suivi des ventes des pesticides qui remonte jusqu'à 1992. Ça, il y a peu de juridictions qui ont des suivis aussi récurrents, aussi réguliers, rigoureux, qui vont en s'améliorant d'ailleurs. Ces suivis-là nous permettent de prendre des décisions rationnelles pour dire il y a trop de tel ingrédient actif, c'est supérieur par rapport à la capacité de tolérance, le seuil de toxicité pour la vie aquatique chronique, par exemple. Donc, on peut dire il y a trop de telles substances dans l'environnement, il faut réglementer parce que ça met à mal la biodiversité. Il y a quand même une mécanique derrière
l'homologation des pesticides, l'évaluation des pesticides qui est importante à comprendre. L'Agence canadienne de réglementation de la lutte antiparasitaire, l'ARLA, relève de Santé Canada. Un de ses mandats, c'est de veiller à l'homologation des pesticides. Lors de l'homologation, on doit se fier aux critères qui sont inscrits dans la loi canadienne. Ces critères-là nécessitent d'évaluer dans un premier temps l'ingrédient actif que j'évoquais tout à l'heure. Et la majorité des tests sont faits sur l'ingrédient actif seul. On n'évalue pas nécessairement beaucoup de paramètres par rapport à la formulation commerciale qui est réellement vendue avec plein d'adjuvants et de synergistes. À ce moment-là, on va évaluer, par exemple, la sensibilisation cutanée, oculaire. Qu'est-ce qui se passe si tu déverses le produit sur la peau, mais pas l'ingrédient actif lui-même. Pour l'évaluation de l'ingrédient actif, il y a énormément de tests qui sont faits. On a une évaluation sur la toxicité aiguë, des grosses concentrations, court terme, toxicité chronique. On a des évaluations sur le neurodéveloppement, par exemple. Est-ce que ça peut limiter le développement du cerveau des enfants? Est-ce que ça peut entraîner des cancers? Il y a toutes sortes de tests qui sont effectivement faits de façon assez structurée. On doit analyser chacun de ces paramètres-là. Là où le bas blesse, bien, il y en a plusieurs bas qui blessent là-dedans. Notamment, c'est que ces tests-là, on exige des tests qui sont standardisés. Ça peut avoir l'air bien de standardiser parce qu'on se dit partout dans le monde, on va utiliser exactement la même façon, le même protocole, donc on va arriver au même résultat. Tout le monde, on va avoir des analyses qui sont comparables. L'enjeu, c'est que les tests standardisés, souvent, négligent des effets qui sont sournois. Pendant longtemps, ça s'est amélioré dernièrement, c'est pas encore parfait. On néglige les effets sournois que sont la modulation sur l'hormone. Donc, tout ce qui est perturbateur endocrinien va venir dérégler le fonctionnement normal des hormones du corps humain. Et quand on évalue un pesticide, souvent, on va tenter de voir est-ce qu'il y a un lien de causalité entre la dose et l'effet. Plus on a de poison, plus l'effet toxique il est grand. Et donc, on est capable de dire, bien, c'est clairement plus de pesticides qui a déclenché une maladie, par exemple. Mais avec les perturbateurs endocriniens, il n'y a pas toujours un effet dose-réponse qui est linéaire. Donc, à ce moment-là, on va avoir des protocoles standardisés pour définir si un produit est toxique ou pas, qui ne vont pas nécessairement regarder là où il y a des effets subtils et sournois qui se développent sur le long terme. Il y a plusieurs zones d'ombre dans la façon dont on encadre les pesticides au Canada. Notamment, on va partir d'analyses scientifiques qui ont beaucoup d'incertitudes et on va arriver avec une certitude en disant mais c'est sécuritaire jusqu'à ce seuil-là, alors que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Pour de vrai, scientifiquement, on ne peut pas prouver la sécurité d'une substance. On peut juste, de façon répétée, démontrer l'absence d'effet. Et l'absence d'effet, là où on ne cherche pas la bonne cible, ça se peut qu'on ne trouve jamais l'effet. Dans la loi canadienne sur les pesticides, il y a le principe de précaution qui est enchâssé. Mais on n'y a jamais vraiment recours. On ne va jamais, sur la base du principe de précaution au Canada, refuser l'homologation d'un pesticide en disant bien, on n'a pas suffisamment de données, ça fait pas suffisamment longtemps qu'on étudie ce produit-là, on a des incertitudes, il pourrait peut-être fonctionner de façon similaire à un autre ingrédient actif, donc on ne le mettra pas sur le marché. Ça, c'est un des gros enjeux qu'on a en ce moment parce que la façon que nos lois, nos règlements sont structurés, on doit démontrer presque hors de tout doute qu'il y a un effet pervers d'un pesticide avant de le retirer des tablettes, avant de le retirer de l'homologation. Et souvent, on se rend compte, il est beaucoup trop tard, qu'il y avait des effets nocifs dans l'écosystème. Oui, et si je peux me permettre d'ajouter 2 ou 3 choses, je pense qu'il est anormal de considérer nos concitoyens comme des guinea pigs en ce sens-là. Et autrement dit, de faire en sorte que les gens risquent d'avoir des impacts. Le Canada est loin d'être un des pays les mieux dotés au monde. En 2021, PAN International a mis en évidence que sur 460 ingrédients actifs de pesticides interdits dans 162 pays, seulement 29 étaient interdits au Canada. Cela représente 6,3 du nombre de pesticides interdits ailleurs. En outre, 144 ingrédients actifs de pesticides considérés comme hautement dangereux par la réunion conjointe FAO-OMS, seuls 23 sont interdits au Canada.
Des pesticides comme l'atrazine, qui sont interdits depuis 2003 en France, sont toujours autorisés. Mais on fait des pieds et des mains pour dire, oui, mais on va réduire de telle façon si on prend telle stratégie. Quant à l'Union européenne, elle interdit 175 ingrédients actifs, alors que 208 ne sont pas approuvés. Or, parmi ces 383 ingrédients actifs interdits et non approuvés, 355 ingrédients actifs sont encore autorisés au Canada. Autrement dit, ça, c'est des données qui ont été compilées par Marie-Hélène Bacon. Je pense qu'on est loin d'être exemplaire à ce niveau-là et que l'analyse comparée présente l'avantage de savoir où on se situe. Hein? Et je vous dirais que la tenue de la COP 15 est très intéressante comme éclairage sur la situation au Canada. Hier, en première page du Devoir, on pouvait voir qu'on était loin d'avoir fait nos devoirs en matière de foresterie. Et probablement qu'à tous les jours, on va avoir des informations comme celle-là qui nous permettent de voir qu'on n'est peut-être pas le meilleur pays du monde, comme on l'a toujours prétendu. On disait le plus meilleur pays du monde. Le plus meilleur, oui. Voilà. Donc, c'est, à mon avis, hautement problématique. Et je dirais aussi que pour les gens qui sont un peu curieux, vous avez la possibilité de regarder les Monsanto Papers et vous avez la possibilité de voir aussi le livre qui a été publié par Générique Serranini sur l'affaire Roundup à la lumière des Monsanto Papers. Les Monsanto Papers, c'est plusieurs millions de pages déclassifiées des documents internes de Monsanto lors des procès intentés aux États-Unis par 125 000 victimes de cancer non-hodgkinien attribués au Roundup, produit par Bayer Monsanto. Ça a permis de voir de façon absolument éloquente, et vous avez accès à tous ces documents sur le web, pourquoi, pendant 20 ans, on a tenté de cacher la toxicité et quels sont les mécanismes qui ont été utilisés pour cacher la toxicité de certaines substances et du Roundup en général. Et l'idée de ne regarder au plan réglementaire que la substance active, ça a été un dispositif interne à l'entreprise aussi, pour tout faire pour que les autres éléments ne soient pas analysés. Donc, vous voyez, la complémentarité entre des perspectives éco-toxicologiques, plus sociologiques, plus économiques, je veux dire, on a d'autres regards. Et ça permet d'y voir un peu plus clair. Je veux dire, on ne se chicane pas ici, là. On essaie juste d'éclairer par différents aspects des problématiques semblables. Et là, maintenant, on dispose des outils pour le faire. Donc, c'est passionnant de le faire. Sur une note un petit peu plus positive, vous parliez tout à l'heure d'agriculture 4.0. Est-ce que c'est de l'agriculture sans pesticides? Pouvez-vous, vous avez dit que vous alliez revenir sur l'agriculture 4.0, ça m'intéresse. Oui, ben écoutez, c'est en fait ce que certains appellent l'agriculture digitale. C'est l'utilisation d'un certain nombre de nouvelles technologies, donc à la fois l'informatisation, la robotisation, les drones, le génie génétique, mais là, le CRISPR-9, etc., etc., etc. Les dispositifs techniques sont nombreux, variés, et je ne vais pas vous ennuyer avec l'ensemble de ces dispositifs-là. Ce qui est en train de se passer, manifestement, c'est une bataille de titans entre les géants de l'agrochimie, 4, 5, 6, dépendant de ce qu'on analyse exactement, qui contrôlent essentiellement l'alimentation mondiale. Les semences, les intrants, les pesticides, les brevets dans le secteur. Et d'autre part, de nouveaux joueurs, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, qui mettent la main et le pied dans le secteur. Ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi tous les géants de la machinerie agricole. Alors, on est en plein redéploiement de ces questions-là et on est aussi dans des redéploiements liés à la production de nouveaux vivants. Question très troublante qui fait l'objet d'examens, notamment par la CBD. Ce sont des développements fulgurants,
extrêmement rapide. Déjà, aux États-Unis, on a fait quelques rencontres avec des leaders dans le domaine agricole et je pense que les gens sont un peu pris de court par rapport à la vitesse d'implantation de tout ça. Et évidemment, comme ça apparaît comme des nouvelles technologies, tout beau, tout nouveau, tout nouveau, tout beau, et donc les pouvoirs publics investissent massivement dans ces secteurs-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les agriculteurs? On n'a pas encore fait de travail d'enquête approfondi pour le mettre en évidence. On a quelques impressions, mais ces impressions, c'est une crainte que des agriculteurs dont la moyenne d'âge est à peu près de 55 ans actuellement, qui sont, règle générale, très, très, très endettés, qui ont souvent des problèmes de transmission de leur entreprise agricole, soit à la merci progressivement de petites firmes qui vont leur dire, écoutez, au plan des drones, il faudrait peut-être procéder de telle façon et pour telle autre technologie, c'est telle chose. Et donc, avec une obligation d'acquisition de connaissances extrêmement problématique et très lourde, avec des coûts qui y sont liés et avec une déqualification de leur travail. Au moment où on comprend par ailleurs que du côté de l'agrobiologie, il y a les qualifications traditionnelles des agriculteurs sont extrêmement importantes et qu'il faut au contraire comprendre toute la complexité du vivant. Donc là, on assiste à ce qu'on dit en anglais « more of the same », c'est-à-dire les grands dispositifs qui étaient centrés sur l'agrochimie, là, passent vers d'autres types de technologies versus une agriculture qui se passe autrement et qui soit plus centrée sur l'agroécologie, l'agriculture de proximité, etc. Je ne dis pas que les deux sont incompatibles, mais je pense qu'on est très, très mal outillés collectivement pour mener ce débat, qui est un débat, à mon avis, absolument essentiel pour les prochaines années. Louise Hénaud-Étier, merci Madame Vandelac. Outre les nouvelles technologies, est-ce qu'il y a d'autres alternatives à l'utilisation des pesticides qui pourraient, je ne sais pas moi, des oiseaux, insectivores, n'importe quoi, qui pourraient être moins épeurants pour des agriculteurs? Bien, en fait, c'est une bonne question pour une écologiste parce que, effectivement, si on se tourne vers la nature pour trouver des solutions, il y en a plein. Oui. On a 3,7 milliards d'années d'évolution sur Terre qui nous ont démontré que le vivant pouvait s'organiser en réseaux complexes et résilients. Donc, si on se tourne vers la nature pour trouver des sources d'inspiration, bien, il y en a plusieurs. Effectivement, tu as la lutte biologique qui s'inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels dans lesquels il y a toujours un prédateur ou un parasitoïde qui va être capable de contrôler des populations de ravageurs. On prend l'exemple classique, dans un champ de soya, il peut y avoir des pucerons. Les coccinelles raffolent des pucerons, elles peuvent contrôler leur population. Bien entendu, si on vaporise des pesticides, les pucerons vont mourir, les coccinelles aussi. La prochaine fois qu'un puceron va passer par là, il n'y aura plus de coccinelles pour s'en occuper. Donc, l'utilisation des pesticides va souvent débalancer le fonctionnement des écosystèmes agricoles, faisant en sorte qu'on rentre dans un cercle vicieux de dépendance aux pesticides. L'agriculture, la lutte biologique, c'est une des solutions. Une autre solution intermédiaire qui est plutôt la lutte intégrée, dans laquelle on va réduire massivement l'utilisation des pesticides parce qu'on sait qu'ils peuvent débalancer le fonctionnement de l'écosystème. Mais si jamais il y a une population de pestes qui est hors de contrôle, puis un producteur qui va perdre toute sa récolte, bien là, on a un outil pour agir de façon ciblée, ponctuelle, restreinte. Ça, c'est la lutte intégrée qui est obligatoire en Europe, mais ici, la hiérarchisation des choix est laissée à la discrétion des producteurs qui ne veulent pas nécessairement mal faire, mais ils n'ont peut-être pas nécessairement tout le coffre à outils nécessaire, puis ils ont toujours utilisé la lutte conventionnelle avec des produits de synthèse, donc ils perpétuent ce modèle-là. Les agronomes peuvent les aider à les conseiller. On a fait ça d'ailleurs au Québec, on a un nouveau règlement qui encadre les pesticides depuis quelques années, qui force la justification agronomique et la prescription avant l'utilisation des ingrédients actifs
qui causent le plus de risques pour la santé humaine et environnementale. Cette nouvelle réglementation-là a démontré des effets majeurs pour réduire, entre autres, l'atrazine qui est bannie ailleurs dans le monde, mais on en utilise réellement presque le plus. Le seul problème, c'est que ce système-là nous force à se tourner vers, ouvre la porte à se tourner vers d'autres ingrédients qui sont peut-être classés comme moins toxiques, mais on risque d'en utiliser plus. Puis au final, on fait juste tourner en rond, si on veut, parce qu'on part d'une substance, on se tourne vers une autre. Là, la deuxième substance est encadrée, on se tourne vers une autre. La troisième substance est encadrée, au lieu de réellement revenir vers le fonctionnement naturel d'un écosystème. Depuis longtemps, on fait de l'agriculture. Bien, depuis la révolution agricole, on fait de l'agriculture qu'on va avoir appelée conventionnelle, avec des intrants agrochimiques qui ont un lourd impact sur le climat, sur la biodiversité, utilisation de pesticides soutenue. Ensuite, on a dit on va essayer d'avoir une agriculture durable. Le Québec s'est doté d'un plan d'agriculture durable récemment, dans lequel on veut réduire notamment l'utilisation des pesticides, mais on veut aussi augmenter la part de carbone qu'on peut séquestrer dans les sols agricoles. Et on entend ad nauseam, je dirais, le mot durable depuis 1 ou 2 décennies en disant si c'est durable, c'est bien. Effectivement, si c'est durable, c'est mieux que le conventionnel. C'est aussi mieux que juste le greenwashing, de dire de façon cosmétique, on réduit un peu telle chose, puis on a l'air de bien faire les choses. L'enjeu du durable, c'est qu'on essaie de limiter les dommages et de maintenir un modèle en fonction. Le plan d'agriculture durable n'est pas arrivé en disant changement climatique, on devrait peut-être en restreindre les causes, donc peut-être réduire la production de viande conventionnelle, dont le porc, qui nécessite énormément de maïs et de soya, qui nécessite énormément de pesticides et qui entraîne le déclin de la biodiversité. Notre plan d'agriculture durable, c'est pas une révolution, là. C'est simplement de dire, est-ce qu'on peut réduire l'impact de chacune des activités associées à notre agriculture traditionnelle ou conventionnelle sur le territoire? Là où il faut vraiment aller, c'est vers une agriculture qu'on dit régénérative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes naturels. Un écosystème naturel va être diversifié, va être résilient, va être soutenable à long terme, puis il va s'auto-réguler. S'il y a une partie de l'écosystème qui est détruite, un arbre qui tombe dans la forêt, il y a un autre arbre qui va pousser. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Une agriculture qui est régénérative, c'est une agriculture qui peut permettre d'améliorer, de bonifier l'écosystème. Ça fait partie des négociations dans le cadre de la Convention sur la biodiversité, de restaurer les écosystèmes. Il ne s'agit pas juste de continuer à faire une exploitation qui est durable, faire toujours la même chose avec un peu moins d'impact. Il s'agit de faire en sorte que nos systèmes de production agroalimentaire, nos systèmes de gestion des matières résiduelles s'inspirent davantage du fonctionnement de la nature, qui soit plus circulaire et qu'on aille vers une agriculture qui va restaurer les écosystèmes qui sont dégradés tout en produisant les aliments dont on a besoin. Oui. Mais pour faire ça, Louise, il faudrait qu'on ait un vaste chantier au Québec sur le type d'agriculture dont on a besoin. J'ai l'habitude de dire qu'au Québec, on n'a pas de l'agriculture, on a de l'animalculture. C'est-à-dire qu'on a d'abord et avant tout une production pour nourrir les animaux. Et c'est pour ça que, par exemple, les grandes cultures, maïs, soja, canola, sont aussi importantes. Or, ça a été des choix qui ont été faits, des choix d'exportation en 96, notamment exportation du porc. On a choisi certains secteurs. Et je pense que là, il faudrait réussir collectivement à mettre un peu les choses à plat pour qu'on puisse revenir à un slogan aussi simple que « Nourrir le Québec », ce qui, de toute façon, au plan continental, va être de plus en plus important. Actuellement, une partie de nos aliments frais nous arrivent de Californie, nous arrivent du Mexique, etc. Or, les problèmes hydriques, notamment en Californie, et les effets des changements climatiques font en sorte qu'on devrait vraiment avoir un vaste débat public sur nourrir le Québec et quel type de culture, quel type d'orientation agricole on devrait prendre dans une perspective d'agriculture régénératrice. Parce que, au fond, ces questions-là ne peuvent pas se poser strictement au plan agronomique. Elles doivent se poser au plan économique aussi, au plan géopolitique. Tous ces éléments-là sont étroitement liés. Et
ça ne peut plus se faire sans les populations. De façon très concrète, presque tout le monde a davantage envie d'avoir des aliments plus sains, avec un peu moins de pesticides ou sans pesticides, plus proches de la maison, etc. Je disais, bon, ce sont des éléments qui se dégagent de tous les sondages, de toutes les enquêtes, et puis c'est clair qu'on n'arrive même pas à avoir suffisamment d'aliments bio, par exemple, par rapport à la demande. Mais pour pouvoir faire une transition d'abord et avant tout dans les écoles, dans les garderies, dans les hôpitaux, pour les foyers de personnes âgées, là où les gens ont vraiment besoin de nutriments de qualité, ça implique un vaste débat public. Autrement dit, les enjeux de démocratisation sont essentiels pour aborder ces questions-là. Merci, oui. Donc, toutes les solutions sont là. C'est la volonté qu'il faut vraiment... Écoutez, je pense que les gens ont très, très bien compris depuis longtemps qu'on ne peut pas simplement attendre après les gouvernements. Je pense qu'il faut stimuler la production de l'offre. Peut-être j'irais, par exemple, pour dire que les changements, là, il n'y a pas seulement à être graduel. Dans l'évolution, on pense souvent que la vie sur Terre elle a évolué de façon graduelle et ponctuée, alors que non. Il y a eu des grands bonds, des grands changements qui ont été causés parfois par des aberrations génétiques. Un coup de soleil qui a changé une partie de l'ADN d'un organisme et s'est transformé au fil des générations de façon beaucoup plus radicale qu'une évolution lente. En ce moment, on vise une évolution lente et graduelle, une adaptation de notre milieu agricole, alors qu'il y a une opportunité de faire des changements de paradigme assez majeurs, des genres de sauts quantiques, là, pour reprendre des analogies plus physiques. Puis peut-être que je peux justement vous parler, moi, la réflexion que j'ai eue en finissant mon doctorat, dans lequel j'ai chassé les pesticides et les fertilisants qui ruisselaient hors des champs en tentant de les freiner avec une bande riveraine végétalisée pour éviter que tout ça se ramasse dans les cours d'eau. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi est-ce qu'on fait autant de maïs et de soya? C'était entre autres pour produire des animaux. Mais en même temps, au Québec, on gaspille environ la moitié de nos aliments. C'est selon un rapport qui est sorti par Recycle Québec dernièrement. Et on se pense bien bon, chacun chez nous, quand on participe à la récupération en vue du recyclage. Bien, la même chose, on se pense bien bon, chacun chez nous, en disant, ben oui, mais je composte, c'est pas grave. C'est grave, parce que les aliments, l'agriculture a une empreinte environnementale majeure. Le gaspillage alimentaire, la production agricole, l'utilisation des intrants agrochimiques, notre gestion des matières résiduelles, ça représente largement plus que l'empreinte carbone de l'ensemble des secteurs du transport combiné au Québec. Puis on l'oublie, ça. Donc, on dit tout le temps, ça nous prend plus de voitures électriques. Je ne suis pas sûre que c'est une solution, mais il faut réorienter les transports alors qu'on devrait se tourner vers une autre façon de faire l'agriculture. Et dans ma réflexion d'écologiste, je me suis dit, est-ce qu'on peut ramener la nature en ville? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire autrement pour éviter le gaspillage alimentaire? Les aliments qui sont inintéressants pour vous et moi sont peut-être intéressants pour d'autres organismes vivants. On a encore besoin de se nourrir, on a encore besoin de protéines, mais il faut arrêter de prendre la nourriture dans les champs, l'importer dans les villes et en exporter des déchets, aller vers une économie qui est plus circulaire. Et c'est là... Je vous parle de la solution que moi, je teste, je pilote, mettre de l'avant, voir si c'est réaliste, faisable et possible. Jusqu'ici, ça semble fonctionner. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai une ferme d'insectes à Montréal qui peut recycler les sous-produits de microbrasserie, de boulangerie, de manufacturier de jus de fruits et légumes. Les insectes mangent ces aliments-là qui sont sains. Bon, peut-être pas super intéressant pour vous et moi, là, le son de blé, à un moment donné, c'est le fun, les muffins au son, là, mais c'est comme, il y en a une limite que tu peux mettre dans ton alimentation avant d'avoir un excès de fibres. Mais moi, mes insectes, les ténébrions, ils en raffolent. Et après ça, les insectes nous aident à valoriser des sous-produits agroalimentaires qui sont peu intéressants dans notre alimentation directe, puis ils peuvent rentrer dans la chaîne alimentaire humaine, ou des animaux de compagnie, si vous préférez, là, des croquettes pour chats à base de ténébrions, ça existe. Et donc, ces façons de faire-là, c'est pas la seule. Il y en a d'autres qui vont produire des champignons en économie circulaire. Il y en a d'autres qui, ça va être d'autres types de solutions inspirées de la nature. Je pense qu'il faut oser
faire des changements de paradigme majeurs qui perturbent la façon dont on fonctionne depuis longtemps. Et il y a des gens qui sont prêts à faire ça. Il y a des producteurs de porc qui veulent sortir de cette industrie-là qui est difficile économiquement, mentalement pour eux, se tourner vers d'autres choses. On peut leur offrir des alternatives. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les insectes, c'est la solution à tous et pour tous, loin de là. Il faut avoir de la biodiversité dans nos solutions, plus de bioéconomie, plus de procédés biologiques, plus de diversité biologique partout dans notre alimentation, dans notre agriculture, dans nos procédés. Et j'ajouterais que, en fait, il y a aussi plein de gens qui travaillent sur l'agriculture urbaine depuis déjà 10-15 ans. Ici, à l'UQAM, il y a entre autres le laboratoire d'écologie urbaine. Il y a le travail que fait Éric Duchemin, notamment, et toute une équipe. Et ça suscite beaucoup d'intérêt du côté des étudiants. Et il y a des innovations de ce côté-là absolument fabuleuses et des innovations qui rejoignent aussi des traditions, d'avoir son jardin chez soi, d'avoir ses plants à la maison, d'avoir une transformation alimentaire à l'intérieur des villes. Autrement dit, on est en train de revoir la configuration ville-campagne à ce niveau-là aussi. On est rendu là, oui. Émilie, on va t'entendre un petit peu. Tu as rencontré ces deux Louises lors de ta quête pour la réalisation des balados. Tu as rencontré d'autres femmes en sciences, Geneviève Paul, qui est la directrice du Centre québécois du droit de l'environnement, Claire Bolduc, une préfète du Témiscamingue, Stéphanie Yates sur la question des lobbies. Qu'est-ce que toutes ces femmes-là t'ont appris et qu'est-ce qu'on va apprendre en écoutant les balados? Je pense que vous avez eu un aperçu de la richesse que j'ai eu à rencontrer toutes ces femmes-là. J'ai encore appris plein de choses. Puis quand on ne connaît pas ce domaine-là, ça fait beaucoup d'informations à essayer de comprendre. On ne peut pas tout comprendre. C'est pour ça qu'on a notamment ces femmes qui travaillent sur ces sujets-là. Ce qui était vraiment intéressant, en fait, en rencontrant ces femmes-là, c'est que elles se connaissaient pas forcément, mais ce qu'elles m'ont dit, ce qu'elles m'ont donné, ça venait s'entrecouper. Et je trouve que Geneviève Paul l'a très bien dit. C'est comme, par exemple, le droit, c'est vraiment c'est pluridisciplinaire, c'est comme interrelié, et tout finit par se croiser. Puis là, ça, c'est un exemple ce soir encore. Dans les rencontres qui m'ont marquée, ça a été tout marquant, mais Maryse Bouchard sur la santé, c'était vraiment intéressant. Louise Enoetier nous a parlé de l'impact des pesticides, beaucoup sur la faune, sur les animaux, sur les insectes. Imaginez-vous l'impact que ça a sur nous. On est aussi des êtres vivants, donc on va être impacté que ce soit dans les aliments qu'on achète, on va aussi être impacté au niveau tout coup de vent, il y a eu un épandage, il y a des tests en France qui sont faits où les gens peuvent passer une guenille, puis ils vont envoyer ça tester pour voir la présence des pesticides sur vos fenêtres. Donc, il y a vraiment un paquet d'endroits où est-ce qu'on peut retrouver des pesticides. Et dans les premières victimes qui sont vraiment en contact direct avec les pesticides, c'est les agriculteurs. Notamment, il y a Amandine François qui est là de victimes des pesticides ce soir avec nous. Les agriculteurs, ce qui est vraiment fou, c'est que ils sont pas forcément non plus au courant tout le temps de ce qu'ils ont entre les mains. C'est le rôle du Québec, de la province, de former. Normalement, toutes les personnes qui utilisent des pesticides doivent être formées. J'ai juste un exemple encore. Il y a quelques semaines, des amis qui travaillaient dans une petite ferme sur la Côte-Nord, et en fait, ils se sont retrouvés à devoir épandre des semences qui avaient été enrobées, notamment, par exemple, c'est peut-être pas des néonicotinoïdes, mais les néonicotinoïdes font partie de ces semences-là qui sont enrobées, et ils ont demandé des équipements de protection. Puis là, on leur a dit non, mais la couleur, c'est pour les identifier, pour les reconnaître. Et en fait, ils n'ont pas eu accès à des équipements de protection. Donc, ces personnes-là sont censées être formées. Ils le sont peut-être, je sais pas, mais cet exemple-là, c'est juste pour vous montrer que je ne pense pas que c'est juste dans cette ferme-là qu'il y a ce genre de situation-là. Ça va impacter les agriculteurs qui utilisent les pesticides, ça va aussi impacter les employés qui, des fois, beaucoup aussi d'employés qui viennent d'ailleurs du Québec, qui vont devoir utiliser ces pesticides-là sans équipement. Puis, ce qui est intéressant avec Maryse Bouchard, c'est qu'elle m'a dit que les équipements de protection
Des fois, il y a un kit complet, c'est pas réaliste. On utilise ça, ça va être l'été, il fait des fois 40 degrés, on demande un équipement complet, puis les agriculteurs peuvent être, et les employés, encore contaminés juste en enlevant cet équipement-là au contact direct des pesticides. Donc, c'était vraiment assez marquant. Quand elle m'a parlé de tout ça, on a parlé aussi un peu tout à l'heure d'homologation. Par exemple, le glyphosate a été réhomologué pour 15 ans. Ce qu'elle me disait, Marie, c'est que malgré le fait qu'il y ait des nouvelles études qui sortent, par exemple demain une nouvelle étude sort, il ne va peut-être pas y avoir de changement avant 15 ans parce que ça a été réhomologué. Donc c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant de voir ce système-là. Puis quelque chose d'autre aussi, le lobbying, il est très présent parce qu'on a vu qu'il y a un paquet de solutions des idées, plein de choses. Ça fait des années qu'il y a des gens qui travaillent sur ces sujets-là, mais pourquoi alors il n'y a pas de changement? Puis c'est pas mal des dossiers qu'avec Vigilance OGM, puis beaucoup Thibaut travaille là-dessus. Le lobbying est très très fort, nous, on est un petit organisme, on arrive des fois à bloquer des grosses choses qui passeraient sinon, mais il faut savoir, par exemple, que le président de CropLife, Stéphanie S, m'expliquait, il y a le registre des lobbyistes. Donc, vous pouvez aller voir, même vous, moi, je suis allée voir sur Internet, tout est répertorié. Donc, c'est comme une sorte de manière de s'assurer qu'il y ait plus de transparence. Mais on s'entend que quand le président de CropLife, en 12 mois, il rencontre 40 fois des élus, c'est beaucoup. Mettons, il a peut-être pris une pause l'été, mais sinon, c'est quasiment une fois par semaine. C'est vraiment beaucoup finalement de contact avec nos élus qui, eux, travaillent sur les commissions, qui proposent des projets de loi. Donc voilà, l'impact des lobbies, il est très fort, puis ils utilisent beaucoup de stratégies, notamment parfois, ils ont des fausses ONG, par exemple Advancing Agriculture. Puis là, vous allez voir sur le site, c'est toujours très vert, c'est toujours des mots, mais si on n'est pas au courant de ce qui se passe, c'est du greenwashing totalement. Puis là, ils vont utiliser les mêmes techniques que d'autres ONG vont utiliser pour aller mobiliser les citoyens, puis envoyer des courriels aux élus, mais avec le message que eux veulent faire passer. Ce qui est important de comprendre, c'est que les lobbies, ils tentent d'influencer les données scientifiques avec leur propre interprétation, puis avec leurs propres risques qu'ils ont analysés. Les études, c'est pas un problème de faire des études, puis tant mieux qu'ils font des études. Là où est le problème, c'est que ces études-là, elles sont pas souvent accessibles. Et le gouvernement, il se base beaucoup sur des études du privé qui sont pas accessibles. La science, pourquoi elle fait pas toujours consensus, c'est que puis là, je suis pas une scientifique, mais vous me corrigerez si je me trompe. Tu fais super bien ça, continue. Dans le fond, quand une étude sort ou un article sort, c'est scientifique quand il y a d'autres scientifiques qui peuvent, à travers le monde, vérifier ces faits-là, puis les valider. C'est pas le cas avec les études du privé, où c'est peu le cas. Puis c'est ça. Donc nous, souvent, nos messages, on demande au gouvernement de se baser sur la science, puis sur des études indépendantes. Marie, ce qu'elle me disait aussi, c'est que il n'y a pas beaucoup de financements qui sont donnés aux scientifiques indépendants. Donc, il faudrait plus aussi de subventions pour ces gens-là. Puis, ils utilisent d'autres stratégies, notamment les portes tournantes. Donc, ça arrive que, par exemple, il y a un employé d'une compagnie, d'un lobbyiste qui, un employé travaille là 10 ans. Boum, il fait un saut, il arrive au gouvernement, au fédéral. Peut-être qu'il travaille pour l'ARLA, qui fait l'homologation des pesticides. Hop, il reste là 5 ans. Boum, il retourne dans le privé. Donc ça s'appelle les portes tournantes. Puis ça, c'est un processus qui est très souvent utilisé. Cet après-midi, on a fait un saut dans la conférence avec CropLife. Voilà, il y avait pas mal de personnes, des lobbyistes qui étaient présents. Donc c'est fou de se dire que ces gens-là, ils sont aussi présents dans des événements comme la COP15, d'où l'action aussi qu'on a fait tout à l'heure. Puis donc voilà, j'ai pas beaucoup parlé sur le droit. Très intéressant aussi. C'est un épisode, ça dure 1 heure, mais ça vaut le coup de l'écouter. Vraiment, là, je suis sortie, je voulais faire des études en droit tellement c'était intéressant. Ce qu'elle m'expliquait, Geneviève Paul, c'est que le droit à un environnement sain, c'est un droit qui est maintenant fondamental et c'est un droit qui a été reconnu fondamental et un droit humain.
évidemment que l'utilisation des pesticides, puis l'impact que ça a aussi sur la santé humaine, ça va venir bafouer ces droits-là. Un autre droit qu'on a, qui est lié à ça, c'est le droit à l'information. Ça fait le lien avec ce que je vous disais sur les études, des fois, du privé qui ne sont pas forcément accessibles. Thibault, il y a 1 an, il a fait une demande d'accès à l'information au gouvernement pour savoir sur quelles études s'était basé le gouvernement pour la limite maximale de résidus de pesticides qui voulait augmenter. 1 an après, les résultats, c'est 200, quasiment 300 pages blanches. Pourquoi on demande de l'information, on devrait avoir accès. Ça veut dire qu'ils ont peut-être quelque chose à se reprocher aussi s'ils ne veulent pas nous donner accès à cette information. La dernière chose aussi que j'aimerais dire, c'est que ce qui est revenu souvent, c'est la demande de séparer les prescriptions agronomiques de la vente. À l'heure actuelle, vous pouvez avoir un agronome du privé qui va venir prescrire à l'agronome un pesticide utilisé, mais il est du privé, donc finalement, c'est aussi sa même compagnie qui vend ce pesticide-là. L'exemple qui était souvent pris par les femmes, c'était c'est comme si tu vas chez ton médecin, puis qu'il te prescrit des médicaments, puis qu'il te les vend aussi. Donc vraiment, il y a de quoi à faire par rapport à ça. Puis ça, c'est un dossier qu'on suit parce qu'il y a une proposition de projet de loi de séparation de la prescription et de la vente qui est sortie. Mais là, il faut qu'ils le mettent en place. Donc, c'est un dossier qu'on suit. Donc, c'est un peu ça, nous, les rôles à Vigilance OGM aussi qu'on a, être un peu le chien de garde de tout ça et vérifier tout ça. Merci. On a eu beaucoup d'informations ce soir. On est malheureusement rendu déjà à la fin. Avant de laisser le mot de la fin à Émilie qui va parler des petites choses qui restent, dont la période de questions de la salle, je voudrais qu'on remercie grandement nos 3 panélistes qui ont été d'une générosité incroyable. Merci de votre patience, énormément. On va se souhaiter que tous les parenthèses à la COP 11 soient enlevées et qu'on réussisse à avancer dans tous ces dossiers, dont le dossier des pesticides, comme de raison, qu'on réussisse à vraiment limiter les dégâts pour la vie sur Terre, parce qu'elle en a grandement besoin. Merci à tous de votre présence. On va passer à la période de questions, mais avant, je laisse le mot de la fin à Émilie, qui va donner quelques consignes. Oui, alors il est déjà tard, je ne veux pas prendre trop de temps. Simplement pour vous dire que le balado est disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aller l'écouter, le partager si vous trouvez ça intéressant. Quoi d'autre? On va être présent à la marche samedi. D'ailleurs, pour ceux qui veulent rester, il y a à manger en arrière de la salle. Puis après, on va aller dans l'autre salle pour faire des pancartes. Donc, restez avec nous si vous avez le temps, si vous le souhaitez. Ce sera aussi une occasion plus informelle pour discuter puis faire connaissance. Sinon, la période de questions. On va passer à la période de questions. Oui, avant la période des questions. Puis aussi, autre chose, vous pouvez suivre Vigilance OGM sur les réseaux sociaux. On a un site internet qui est très bien fait. Et aussi, il y a beaucoup de choses finalement qui sont ressorties dans les rencontres que j'ai eues avec les femmes. C'est beaucoup des recommandations qu'on a regroupées dans un manifeste. C'est un manifeste que vous pouvez aller signer sur le site de Vigilance OGM. Et on a 15 recommandations autant au niveau fédéral que provincial que municipal, parce que c'est vraiment un peu une gymnastique du cerveau de comprendre tous ces paliers-là aussi d'impact et le rôle de chacun de ces paliers. Donc, c'est ça. Et on peut... dans le fond, on fera le tirage à la fin, c'est ça? On peut le faire tout de suite et on oui. fait la période de questions. On va faire une pause pour vos cerveaux aussi, pour le tirage au sort. Dans le fond, est-ce que tu as les papiers, Thibault? Il va faire tirer à quelqu'un d'innocent. Marie-Hélène va tirer les papiers. Elle n'est pas innocente, Marie-Hélène. Okay, alors, regardez votre ticket. À la fin, celui qui finit par 298 aura gagné un livre. Ah, il y a quelqu'un. Ah. Une Rachel! C'est fantastique! Merci Thibault. Ouais. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Moi, ça fait 2 jours que je me tape les
causes sous-jacentes à la biodiversité, là, les grands panels. Et puis, par bout, je vous dirais que j'étais un petit peu dans les vapes, là, perdue, parce que c'était de la langue de bois. Mais là, aujourd'hui, j'ai tout compris avec vous. C'est magnifique. J'ai une question. Où est l'UPA dans tout ça? Et nos producteurs agricoles, ils sont des acteurs de changement aussi. Où se situe l'UPA dans toute cette transition agricole? Et est-ce que vous sentez qu'il y aurait peut-être lieu de partir un nouveau mouvement d'agriculteurs qui veulent faire cette transition-là et peut-être encourager l'UPA à y aller plus rapidement? Je ne sais pas. Ben, il y a eu déjà des tentatives, hein? L'Union paysanne, entre autres, qui se voulait une alternative. Écoutez, c'est une question extrêmement délicate et je ne me sens pas parfaitement outillée pour y répondre. Mais je dirais que par rapport à toute grande problématique, il faut d'abord tenter de comprendre comment s'est construite cette problématique-là. Quand on a pensé dans l'après-guerre qu'il fallait d'abord et avant tout nourrir les gens et donc avoir des grandes cultures intensives, que c'était de produire beaucoup qui était l'enjeu, ça a donné lieu à certaines stratégies de production et d'une certaine façon, parfois on entre un peu en retard dans le train, mais on oublie de descendre. Et là, cette production massive, c'est peut-être plus autant ce dont on a besoin. On a peut-être besoin de produire autrement et de produire autre chose. Je dirais l'UPA, ça fait partie de toute une série de dispositifs. Hein? Il y a Solio, il y a l'UPA, il y a beaucoup, beaucoup d'organismes. C'est pas évident de faire bouger ça actuellement. Et chose certaine, c'est qu'il faudrait des débats plus larges. Je me souviens, il y a 20 ans de ça, d'avoir rencontré la direction de l'UPA et la direction de la Fédération des producteurs de lait, parce qu'on avait fait le premier film sur les OGM au Québec pour l'ONF. Et je m'attendais à ce qu'on se fasse recevoir un peu avec une brique et un fanal. Et au contraire, ça a été tout à fait intéressant. Les gens de la direction de l'UPA nous disaient très spontanément, ben oui, mais on n'en trouve plus d'autres semences que des semences OGM. On était en 1999. Et on était, je veux dire, ils connaissent les problématiques, quelles sont les volontés de transformation. Il faudrait qu'on ait davantage de débats sur ces grands enjeux-là. Peut-être un complément d'information. Bref, l'UPA est inquiète de l'impact des pesticides sur ses travailleurs. Ils sont très inquiets. L'UPA a travaillé sur le plan d'agriculture durable. L'Ordre des agronomes a travaillé sur le plan d'agriculture durable. L'Ordre des agronomes s'est prononcé sur le plan d'agriculture durable qui était insuffisant, qui n'allait pas assez loin. Ces organisations-là, certains, c'est des grosses organisations, des gros paquebots, pas toujours évident à faire bouger, on ne voit pas toujours qui a intérêt à faire quoi. Mais de mon point de vue, pour avoir travaillé sur des tables de concertation, des tables de suivi, des rencontres, ils sont présents, ils sont inquiets, ils sont là. Ils ne veulent pas que leurs membres soient malades. Donc, il y a ça quand même. Il y a une volonté de faire bouger les choses, même si ça ne bouge peut-être pas assez vite au goût de tout le monde. Et juste pour compléter ça, je vous dirais que nous, on a commencé à travailler il y a surtout 2-3 ans là, avec des étudiantes notamment qui travaillaient sur les problèmes de santé, sur la santé au travail. Et il y a un article qui pourrait vous intéresser là, qu'on publie dans la revue Communitas sur ces enjeux-là. Et je pense que c'est un angle extrêmement important parce que les problèmes de santé sont documentés à l'étranger, notamment en France, et qu'il est tout à fait anormal que, par exemple, il y ait 125 000 personnes qui aient intenté des poursuites
en cour fédérale, c'est-à-dire devant les tribunaux aux États-Unis, mais qu'au Canada, c'est comme s'il n'y avait pas de problème. Alors que Bayer-Monsanto a versé quand même 10,9 milliards, ce qui est un montant considérable, pour tenter de régler 100 000 de ces 125 000 dossiers, et les poursuites continuent de plus belle. Donc, et à Justice Pesticides, dans le monde, on a au-delà de 500 dossiers d'action en justice actuellement, parce que devant l'incurie des instances publiques, les gens se retournent vers les tribunaux. C'est souvent leur dernier recours. Donc, la question de la santé au travail, qui est très largement documentée maintenant, est un enjeu majeur dans le dossier des pesticides. Merci. Merci beaucoup. Félicitations pour votre travail. Oui, merci. C'était très intéressant. Moi, j'ai une inquiétude qui me taraude. Là, on a parlé des pesticides qui vont dans l'air, qui vont dans l'eau, mais les pesticides, ils vont dans le sol surtout. Oui. Et moi, je me demande, étant donné l'usage incroyable qu'il y a dans les pesticides, les effets à long terme sur la productivité des sols fertiles, parce que les sols fertiles, finalement, on pense qu'on peut faire de la culture n'importe où, mais c'est pas vrai. Alors, moi, vraiment, j'ai une vraie inquiétude sur la productivité des sols avec tout ce qu'on met finalement, les intrants. Donc, je ne sais pas si vous avez... Moi, je vous dirais que votre inquiétude, elle est bien placée. Le sol, c'est le fondement de notre alimentation. C'est là-dedans que les plantes qu'on mange s'enracinent. Un sol en santé doit contenir des matières organiques, il doit contenir des micro-organismes vivants, il doit contenir des insectes, des invertébrés et autres. Si on les attaque constamment avec des pesticides, c'est sûr qu'on réduit leur diversité, leur abondance, leur fonctionnement. C'est documenté très largement. Prenez le glyphosate dans ses multiples homologations, autre que d'être un pesticide. C'est aussi quelque chose qui peut être antibactérien, éradiquer les bactéries elles-mêmes. Les bactéries dans le sol, elles peuvent servir à fixer l'azote atmosphérique pour nourrir la plante. Sans les bactéries fixatrices d'azote, on doit ajouter plus d'engrais de synthèse qui causent des émanations de N2O, un gaz à effet de serre ultra puissant. Les bactéries dans le sol, les champignons dans le sol vont recycler les matières organiques. Ils vont aussi aider les plantes à lutter contre des maladies. Donc, définitivement, l'utilisation des pesticides dans les sols est problématique. La loi européenne oblige des tests sur le vivant dans le sol, les micro-organismes du sol avant l'homologation. Ce n'est pas le cas chez nous. Et puis, il n'y a pas de seuil non plus de plafond toléré de pesticides épandus dans notre environnement. C'est-à-dire qu'on va évaluer la toxicité d'un pesticide, mais on ne met pas de plafond sur son utilisation dans l'environnement. Et tous les pesticides ne se décomposent pas rapidement sur une saison de croissance, ce qui fait que d'année en année, on peut avoir une accumulation massive de pesticides dans les sols qui va nuire à la vitalité des sols, ultimement à la santé des plantes. Oui, merci de ta question, Ruth. Moi aussi, je partage les mêmes inquiétudes et effectivement, c'est un des enjeux majeurs. Ceci dit, on a aussi en Europe actuellement des cartes géographiques qui permettent de voir quels sont les types de pesticides utilisés. Est-ce que ce sont des pesticides perturbateurs endocriniens, génotoxiques, neurotoxiques, etc. Et ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Moi, je souhaiterais vivement faire ça au Québec. On en aurait bien besoin et ça permettrait aussi d'avoir d'autres éléments d'information par rapport à ce qui est investi dans les sols. Mais vous savez, la question de l'information sur les quantités épandues, sur les types de pesticides, sur ce que contiennent ces pesticides, ce sont autant d'éléments complémentaires qui nous permettent de comprendre le portrait d'ensemble. Mais là, pour l'instant, c'est une chasse gardée. Et il faut absolument lever ces secrets. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir, félicitations, c'était très intéressant. Moi, j'aimerais parler d'un autre type d'insecticide qui est le BTI.
Oui. qui est un insecticide à ce jour, n'a pas démontré qu'il y a des effets sur la santé humaine, mais qu'il y a des effets sur la biodiversité. Parce que l'insecte, en fait, c'est un larvicide, et ce larvicide va cibler les larves de moustiques et de mouches noires. Après ma barre, dit comme ça, c'est alléchant. Personne n'aime se faire piquer et tout le monde est bien content Sauf que de plus en plus d'études sortent qui démontrent que ça n'a pas des effets seulement que sur les moustiques et les mouches noires, que ça a des effets sur beaucoup de diptères qui ont le même système digestif que les moustiques et les mouches noires. Pour faire une petite histoire courte, pour ceux qui... Parce que cet été, j'ai passé une pétition dans ma ville à ce sujet-là, parce qu'ils font l'épandage de BTI dans ma ville, pour me rendre compte qu'une grande majorité de la population ne connaît pas le BTI, même chez les biologistes, et ne savent pas à quoi ça sert et les effets que ça peut avoir sur l'écosystème. Et pour faire une histoire courte, en fait, le BTI va s'attaquer au système digestif, à des insectes qui ont un système digestif hautement alcalin. Ce que ça fait, c'est que ça perfore leur système digestif et ça les fait mourir. Les insectes ciblés, effectivement, c'est les moustiques et les mouches noires. Sauf qu'il y a d'autres insectes qui ont le même système digestif. Et ça, la compagnie ne le dit pas. Eux, ils disent que c'est très spécifique aux moustiques et aux mouches noires. Sauf, non, c'est pas vrai. Ça affecte d'autres espèces. En fait, je voulais parler de ça. Et le BTI a pas mal la même problématique que les autres pesticides dont vous parlez depuis tantôt, sur le fait qu'on ne connaît pas les ingrédients qu'ils ont dedans. La compagnie se garde de dire que c'est un produit biologique, ce qui semble donner bonne conscience à la majorité de la population. Sauf que ça reste un pesticide quand même, ça reste un insecticide quand même, puis ça débalance l'écosystème. Et on apprend dans les 3 produits de BTI qui sont utilisés à peu près un peu partout dans le Québec. De ces produits-là, les fiches signalétiques, on les trouve facilement là, sur le site web de la compagnie Valent Bioscience qui les produit, une compagnie qui est établie aux États-Unis. On apprend que 90% de ces ingrédients sont des ingrédients protégés par le secret industriel. L'ingrédient actif, c'est la bactérie, le BTI, sauf que 90% des autres ingrédients, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et moi, je n'aurais jamais réussi à savoir si à Santé Canada, à l'ARLA, si dans leurs tests, que ce n'est pas eux qui font d'ailleurs, comme vous disiez tantôt, c'est la même problématique. Ils se fient sur les études produites par l'industrie et il n'y a pas moyen de savoir si les tests qui ont été faits, si c'est avec l'ensemble de l'ingrédient commercial qui est vendu aux épandeurs, il n'y a pas moyen de savoir si les tests ont été faits sur le produit au complet, et non seulement juste sur la bactérie. Je crois fortement que les tests sur les biopesticides sont réalisés de la même façon que les tests sur l'ensemble des produits pesticides. Ça doit être concentré sur l'ingrédient actif. Il y a quelques tests qui se font sur les formulations entières générales. Vous mettez le doigt sur un enjeu avec raison. Ce qu'il faut changer, là, c'est pas une substance pour une autre moins toxique, c'est de cesser de répandre des substances toxiques dans l'environnement. Donc, vous avez raison de sensibiliser la population, vous avez raison de mobiliser les gens chez vous. Peut-être qu'on devrait se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment absolument impératif de lutter contre les moustiques et les mouches noires. Il existe des alternatives. Sauf que la compagnie réussit à vendre la facilité. C'est le même système que dans le système des pesticides conventionnels. C'est ça. J'écoute depuis tantôt, c'est la même problématique. C'est le même enjeu. Je vous dirais qu'il peut avoir des répercussions. On devrait se questionner à savoir, réduction à la source, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est la première question que je poserais. Parce que
c'est problématique la façon qu'on traite les écosystèmes à l'heure actuelle. Comment il a dit ça, Antonio Gutiérrez? Il a dit la lutte qu'on mène contre le vivant. Il a utilisé des mots super puissants. Une orgie. Oui, une orgie L'orgie de destruction. Une orgie de destruction, c'est ça. Ça en fait partie. Voilà. Merci. Merci. Nous allons prendre une dernière question et vous pourrez poursuivre la discussion autour des bouchers qui sont là, qui nous attendent. Donc, une dernière question. Bonjour, je voulais savoir, réduire de 2/3 l'utilisation des pesticides d'ici 2030, est-ce que vous croyez ça possible dans une réalité québécoise et canadienne? Excellente question. Réduire de 2/3 des pesticides, qu'est-ce que ça veut dire, premièrement? Est-ce qu'on parle du tonnage total? Est-ce qu'on parle des risques associés, des indicateurs de risque sur la santé humaine ou la santé environnementale? Si on parle de réduire du tonnage, on pourrait bien convertir vers des ingrédients actifs à plus faible dose. Les néoniques, c'est beaucoup plus actif à des grammes plutôt que, par exemple, le DDT qui prenait des kilogrammes à l'hectare. Est-ce qu'on va y arriver? 2/3 des pesticides. D'ailleurs, c'est pas juste 2/3 des pesticides, c'est 2/3 de la pollution, 2/3 des pesticides, 2/3 des plastiques. 2/3, c'est énorme d'ici 2030. C'est physiquement impossible de faire changer notre bateau de bord aussi rapidement. Est-ce que ce 2/3-là, il est appuyé par des évidences scientifiques qui font en sorte qu'on a réellement besoin d'un changement aussi radical et aussi rapide? Je suis convaincue que oui. On a besoin de ça pour protéger la biodiversité qui soutient la vie sur Terre. Est-ce qu'on va être capable de faire bouger les gouvernements, sachant très bien qu'au Québec, on n'a jamais atteint aucun des objectifs qu'on s'était fixés en termes de réduction d'utilisation des pesticides, et ça depuis des décennies? J'en doute. Oui, en fait, non seulement on n'a pas réduit, mais par exemple, dans le cas des herbicides à base de glyphosate, on l'a multiplié par 5,5 depuis 1992. Le problème, c'est que la question des données, là-dedans, comme par rapport au cancer, comme par rapport à plein de choses, il y a un véritable problème au Québec. Et donc, si on arrivait simplement à ramener, ne serait-ce que ce pesticide qui représente près de la moitié de tous les pesticides utilisés, aux données de 92, déjà, on serait sur une bonne voie. Chose certaine, c'est que il est évident que l'industrie va sans doute souligner que c'est pas réaliste et que par conséquent, on doit abandonner cet objectif. Je pense qu'au contraire, tout nous indique qu'il faut aller vers ce type d'objectif et tout faire pour y aller rapidement. Mais ça veut dire un changement de perspective, un changement de politique publique et un changement de soutien aux agriculteurs. Parce que c'est un virage très, très, très rapide. Et est-ce que c'est 2030? Peut-être 2035 ou 2040. Mais l'objectif m'apparaît assez réaliste compte tenu de ce qu'on sait maintenant sur le dépassement des limites planétaires. Et parmi les limites planétaires, il y a notamment l'azote et le phosphore. Ça fait partie des premières limites dépassées. Et c'est lié notamment à l'occupation des sols, c'est lié au type d'agriculture intensive. Et une autre des limites qui est problématique, c'est celle des nouveaux, comment on appelle ça, les nouveaux... nouvelles entités, voilà. Ça a un nom un peu bizarre, mais ça comprend à la fois les plastiques, à la fois... et ça, écoutez, les limites planétaires, il y en a 9, il y en a déjà 4 qui sont dépassées ou en voie de l'être. Et la prochaine étape, c'est les risques de basculement. Donc, on est dans un moment stratégique et il faut vraiment mettre les bouchées doubles. Mais il faut accompagner les gens. On ne peut pas... jouer avec ces dossiers-là, avec le milieu agricole, entre autres, sans qu'il y ait un véritable débat large et bien argumenté, bien documenté. Ceci étant dit, se fixer des objectifs chiffrés et mesurables, c'est une façon de mettre en œuvre un plan pour les atteindre. Est-ce que ça va être 2/3? Est-ce qu'on va arriver aux 2/3? Je ne le sais pas. Mais si on se fixe un objectif, on va travailler en ce sens-là. C'est déjà une avancée. On l'a vu dans la Convention internationale sur la biodiversité, on visait 10 d'aires marines protégées pour 2020. Bien, on y est arrivé. Puis là, on fixe 30 d'aires marines protégées pour 2030. J'ai bon espoir qu'on va y arriver.
Donc, en se fixant des objectifs parfois ambitieux, ça nous force à essayer de les atteindre. J'aimerais vraiment que le chiffre du 2/3 apparaisse dans le texte qui va être retenu à la fin. Ouais. Merci encore. Et merci aux Louise et à Rachel aussi pour avoir encore animé ce beau panel. Le panel a été enregistré, je ne sais pas quand, mais un jour il sortira sur YouTube. Il sortira sur YouTube, puis vous pourrez réécouter ce panel-là ou le diffuser aux gens que vous souhaitez. Bon appétit, puis au plaisir de discuter avec vous autour d'une petite bouchée.